Bienvenue, nous sommes le 16 mai, voici le 12 minutes de TV5 Monde. L'Italie rouvrira ses frontières le 3 juin, annonce faite hier par le Premier ministre Giuseppe Conte, une véritable bouffée d'oxygène pour l'industrie touristique qui dès cette date pourra à nouveau accueillir tous les touristes européens. Même soulagement en Grèce où l'on se presse déjà sur les plages. Le retour des vacanciers est amorcé avec la reprise progressive des liaisons aériennes et maritimes. Premier week-end déconfiné en France, à l'exception de Mayotte. Déplacements autorisés dans un rayon de 100 km, des balades sur une centaine de plages désormais rouvertes. Pas de relâchement pour autant. La France comptabilise aujourd'hui 27 500 décès, dont 104 au cours de ces dernières 24 heures. Il est accusé d'avoir financé le génocide rwandais. Félicien Kabuga, 84 ans, a été arrêté ce samedi dans la banlieue parisienne. Il vivait à Asnières-sur-Seine sous une fausse identité. Selon le procureur de l'ONU, cette interpellation rappelle que tous les suspects devront être jugés dans ce dossier. Le génocide au Rwanda a fait, selon les Nations Unies, 800 000 morts au printemps 1994. C'est une surprise totale. Félicien Kabuga est l'un des hommes les plus recherchés au monde depuis 1994, depuis 26 ans. Il y a eu plusieurs tentatives pour l'attraper et parfois les enquêteurs l'ont raté de près, comme en Allemagne en 2007, lorsqu'ils ont arrêté son gendre et en fait, il est vraisemblable qu'il était dans cette maison au moment où ils ont arrêté son gendre, mais ils ne s'en sont rendus compte que plus tard. Les États-Unis ont mis sa tête à prix pour 5 millions de dollars. L'arrestation de Félicien Kabuga est certainement un événement majeur en ce qui concerne les procédures judiciaires contre les responsables du génocide au Rwanda, procédures qui bien sûr ont toujours cours puisque le génocide est un crime imprescriptible. Elle est détenue depuis près d'un an en Iran. La chercheuse franco-iranienne Fariba Adelka a été condamnée ce samedi à 5 ans de prison à Téhéran. L'anthropologue est reconnue coupable de collusion en vue d'attenter à la sûreté nationale. Elle clame depuis le début son innocence. Son arrestation, comme celle de son collègue Roland Marchal, libéré depuis, est dénoncée par Paris. Son comité de soutien réagit à sa condamnation. On est tous sous le choc. Tout ça n'a absolument aucun sens. Fariba est une anthropologue qui travaille sur la société iranienne et qui a toujours fait son travail dans la plus grande rigueur scientifique. Roland Marchal, lorsqu'il est sorti de prison, nous a expliqué, encore cette semaine, on s'est vu comment les geôliers, disons, concevaient la recherche avec des cases dans lesquelles ils vous placent. Donc Roland et Fariba travaillent pour le CERI. Le CERI travaille est un organisme de recherche de Sciences Po qui est financé par l'État en tant qu'institution publique. Donc, vous êtes des espions, ça n'a absolument aucun sens. Donc, tout cela serait risible si cela, malheureusement, ne se traduisait par 5 ans d'emprisonnement et une situation absolument kafkaïenne dans laquelle se trouve aujourd'hui Fariba Adelka. Corona? Non, corona. No corona here. Un feu, peut-être pour conjurer le mauvais sort. Pour Mohamed, Abdoul et ses autres migrants, le coronavirus n'est pas vraiment une menace. On n'a pas de masque, on n'a rien. Quand vous êtes stressé face au coronavirus, il vient à vous. Si vous n'en avez pas peur, vous ne l'attrapez pas. Comme Mohamed, ils sont entre 500 et 1 millier de migrants aérés toujours et encore autour de Calais, dans la zone de l'ancienne jungle, à rêver d'embarquer pour des jours meilleurs au-delà de la Manche, en Angleterre. Avec l'épidémie de coronavirus, la situation s'est encore tendue. Autour des 170 tentes et abris faits de briques et de broc, recensés par les associations d'entraide, l'insalubrité est patente. Pas de respect possible des distances de sécurité, pas d'accès à l'eau pour un minimum d'hygiène. Tout le monde dit corona, corona, mais nous n'avons quasiment pas de cas ici. Peut-être que les gens supportent mieux ces virus, mieux que nous, eux qui vivent dans cette misère depuis des années. Cette semaine, la préfecture de police a procédé à des opérations dites de mise à l'abri sanitaire. Des dizaines de migrants embarqués pour une prise en charge dans un des 4 centres d'hébergement dédiés récemment ouverts dans la région. Je l'appelle Calais.
Quelle est la cité de la guerre? Ce n'est pas juste du harcèlement, c'est inhumain. À Calais, la pandémie n'a pas chassé les réfugiés. Au contraire, les associations notent une nette hausse des arrivées de migrants. Où ils sont partis ces gens? Ils vont revenir. De toute façon, l'Angleterre, elle sera toujours là-bas. Dans la Manche, la semaine dernière, les vedettes côtières ont sauvé du naufrage 21 personnes, dont 6 enfants. Munis de mégaphones, ces policiers bangladais distillent le même message en boucle. Pas de rassemblement, il faut garder ses distances. Des autorités sur le qui-vive depuis la confirmation de 2 cas de coronavirus à l'intérieur du plus grand camp de réfugiés Rohingyas au monde, celui de Kutupalong, au sud du Bangladesh. C'est le début d'une course contre la montre. Mais comment faire respecter ces règles de distanciation sociale dans ce camp surpeuplé où s'entassent 700 000 personnes, parfois à 12, dans des cabanons d'à peine 10 mètres carrés? Impossible, selon ce chef de communauté Rohingya. Ils sont 10% à écouter. Les autres ne se soucient pas de ce que nous disons sur le coronavirus. Ils ne comprennent pas à quel point cela va nous affecter. Je ne sais pas comment faire pour que les gens respectent les règles. Ce scénario catastrophe, les épidémiologistes et les ONG le redoutent depuis des mois. En cas de flambée, préviennent-ils, des milliers de personnes pourraient mourir. Gel hydroalcoolique, masques, unités de soins intensifs, sur place, le matériel médical manque cruellement et la panique s'empare des réfugiés. J'ai très peur, mais je dois quand même aller au marché pour acheter à manger. Je me lave constamment les mains, comme on m'a dit, mais j'ai toujours peur. Pour empêcher la propagation de la maladie et éviter une autre catastrophe humanitaire, les entrées et les sorties du camp ont été réduites au strict minimum. Seul 20% du personnel humanitaire est autorisé à rester à l'intérieur. Face à l'urgence de la situation, les autorités locales promettent également de multiplier les tests. Nouvelle illustration de l'effondrement du trafic aérien mondial. Air Canada annonce le licenciement de plus de la moitié de ses effectifs, soit 19 000 salariés. La France, elle, enregistre en avril une baisse de son trafic aérien de près de 98%. L'aéroport d'Orly est fermé depuis fin mars en raison de la pandémie. Au Brésil, c'est le 2e départ d'un ministre de la Santé en l'espace d'un mois. Et cette fois, ce n'est pas un limogeage, mais une démission. Nelson Tech a claqué la porte, en total désaccord avec le président Bolsonaro sur l'usage de la chloroquine et sur les mesures de confinement. L'état d'urgence prolongé d'un mois en Espagne, c'est l'annonce faite par le Premier ministre Pedro Sánchez en début d'après-midi. Le pays reste l'un des plus touchés par le coronavirus avec 27 500 morts, beaucoup de ces décès enregistrés dans les maisons de retraite. Cela fait 2 mois que Marie-Vie n'a pas vu sa mère. La maison de retraite où elle vit est devenue une forteresse à cause de la pandémie de coronavirus. Je sais qu'elle est au premier étage, mais c'est tout. Les nouvelles sont rares, voire inexistantes. Marie-Vie est inquiète. Elle sait que sa mère a été contaminée par le Covid-19, tout comme la quasi-totalité des autres résidents. Elle en a été informée par la direction il y a un mois. On était dans une angoisse terrible et on a appris que dans le personnel, certains ont continué à travailler alors qu'ils étaient malades. Je me sens trahie, mais aussi frustrée de ne pas avoir pu empêcher ces morts. Sur les 218 résidents, 51 seraient décédés. Dans les maisons de retraite de tout le pays, c'est l'hécatombe. En 2 mois, près de 18 000 personnes sont mortes du coronavirus. L'armée a été mobilisée pour emporter les corps et désinfecter les bâtiments. Les survivants, confinés dans leurs chambres, accueillent les soldats comme des héros. Mais pour cette déléguée syndicale, les autorités et les directions des établissements ont agi trop tard. Ils auraient dû équiper le personnel et interdire à temps les visites des familles pour éviter que les personnes âgées ne soient contaminées. Une fois contaminés, les cas les plus graves ont été transférés vers les hôpitaux. Mais à Madrid, les urgences surchargées les ont refusées. Pour la porte-parole des directeurs de maisons de retraite, l'État est responsable du grand nombre de morts dans les établissements. Il faut l'admettre, le système n'a pas pu prendre en charge tous les patients. Il a fallu faire un choix. Et ils ont choisi de ne pas soigner les plus âgés. Alors ils sont morts dans nos établissements. Et on dit que c'est nous qui sommes responsables. État, maisons de retraite, c'est désormais tout le système qui devra rendre des comptes. Marie-Vie et 26 autres familles
ont porté plainte pour non-assistance à personne en danger et homicide involontaire. Pas de champagne, pas de banquet, ni son cortège d'invités à ce mariage. Louis Wenchao et sa femme ont décidé de se dire oui. Oui pour la vie, en ligne, en direct, sur un réseau social chinois. Et l'affluence est record, 5 millions de vues, 850 000 mentions j'aime. Cet enseignant, jeune marié, a lui-même été surpris par cet enthousiasme pour le plus beau jour de sa vie. En fait, mon idée à l'origine était de partager la cérémonie de mariage avec ma famille et mes élèves. Et je ne m'attendais pas à ce qu'autant d'étrangers nous rejoignent. Les mariages en ligne, un petit business florissant, débordant d'imagination. Cette plateforme, par exemple, propose des effets spéciaux en option. Les mariés peuvent même recevoir les traditionnelles enveloppes rouges, c'est-à-dire de l'argent devenu virtuel pour l'occasion. En Chine, se marier en ligne est de plus en plus populaire depuis le début de la pandémie de coronavirus. Et la tendance pourrait se renforcer après la crise sanitaire. Habituellement, les mariages en Chine ne font l'objet d'aucune célébration, ni à la mairie, ni dans un lieu de culte. Le plus souvent, les mariés invitent leurs proches dans un hôtel ou un restaurant, après une séance photo des plus romantiques. Et cela reste bien réel. Un véritable mythe, une des guitares de Kurt Cobain vendues aux enchères en juin à Los Angeles. C'est avec elle qu'il a enregistré le célèbre concert Unplugged avec son groupe Nirvana fin 1993. C'était moins de 6 mois avant son suicide. Estimation de départ pour ce trésor, $1 million.